est-ce que vous avez, un exemple, d'application d'usage, ou une expérience dans le domaine, de la communication pour le développement? Ce que je souhaiterais, c'est qu'elle puisse s'intéresser à des, comment dire? Des innovateurs, de l'intérieur et pas simplement aux innovateurs de l'extérieur que sont les projets de développement. C'est l'idée qu'elle s'intéresse aussi à des gens qui sont souvent un peu invisibles, un peu inconnus ou méconnus, mais qui essayent d'améliorer mieux les services publics. Donc voilà, ce sont des gens évidemment les communicateurs en développement ne sont pas amenés à les connaître directement, mais s'ils travaillaient avec des chercheurs en sciences sociales des pays concernés, ceux-ci pourraient les aiguiller sur ces réformateurs de l'intérieur. Et je trouve que ce serait intéressant de voir qu'il y a aussi des innovations, heu, peut-être bricolées, peut-être, pas spectaculaires, mais qui viennent de l'intérieur, des services publics, qui sont faits par des agents, de ces services publics et et qu'il faut aussi s'y intéresser, pas simplement aux innovations qui sont apportées par les experts internationaux à travers des gros modèles, des gros projets standardisés, voilà. C'est mon vœu. Je ne sais pas s'il sera réalisé. Oui. Yes, we are working with from Malmö University and in collaboration with the South African universities to use theater and literature as tools to empower communities and to raise what we call like voices from below. So the local knowledge that sometimes is silenced, erased from the official stories and narratives. Il y a beaucoup d'exemples d'interventions sans succès parce que les professionnels ne sont pas préparés pour la différence culturelle. Et il faut préparer très très bien les professionnels dans le domaine de l'anthropologie, de sociologie, de la communication interculturelle. Je dis toujours que la communication interculturelle est très importante en communication pour le développement.
J'ai beaucoup travaillé dans l'utilisation de la communication au sein des organisations de producteurs et de productrices agricoles en Afrique de l'Ouest. Et j'ai pu remarquer que quand ces organisations s'approprient des outils et des méthodes de communication pour le développement, les résultats qu'ils obtiennent vis-à-vis de leurs membres sont remarquables. C'est-à-dire la façon dont ils peuvent impulser des innovations agricoles, des innovations agro-pastorales auprès de leurs membres grâce à des outils de communication pour le développement. L'impact est remarquable, quoi. C'est-à-dire que avant, on devait faire un travail de proximité, de persuasion, d'information, de terrain, avec différents types de supports, des cahiers pour expliquer comment pratiquer l'élevage ou l'agriculture. Là, maintenant, avec des outils qui médiatisent l'information et des stratégies de communication adaptées, ces organisations arrivent à offrir à leurs membres des connaissances et aussi différents types de services de manière beaucoup plus performante, quoi. Donc globalement, je pense que c'est un bon exemple et c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est de donner aux organisations ouest-africaines de la société civile les capacités de maîtriser ces outils et ces méthodes de communication pour le développement pour impacter beaucoup plus leur activité, enfin pour permettre un impact plus important de leurs activités, quoi. Yo creo que la experiencia sí me ha llevado a integrar estrategias de comunicación para desarrollos en comunidades indígenas de México en particular. Y es un proceso que toma mucho tiempo rearticular las relaciones y liderazgos comunitarios, pero vale la pena porque genera transformaciones al interior de las comunidades. Hace bastantes años los trabajos tienen que ver con comunidades otomís o ñañú en su propia lengua en México, y tiene que ver más con análisis o estudios que tengan culturales, sociales, desde un enfoque antropológico. Es una combinación entre la antropología y la historia. Y de ahí justo se implementan ciertos talleres que tienen que ver más con la comunicación para el desarrollo. Pero sí es desde estudios y enfoques, yo le llamo etnohistóricos, ¿no? Que es combinación entre anthropologie et histoire. Moi, maintenant, en tant que journaliste, j'ai conduit de plusieurs recherches dans lesquelles notre intérêt c'était plutôt de changer ce type de récit, changer ce type de narratif, soit avec la coopération, soit aussi avec les journalismes. Par exemple, moi, j'ai géré des projets avec des universités soit sénégalaises, soit espagnoles. Et dans cette approche, notre intérêt c'était justement de pouvoir changer la manière de penser des étudiants espagnols, mais en même temps aussi prendre des connaissances et mettre en valeur aussi cette connaissance que les étudiants sénégalais avaient à l'époque. Donc moi je pense que ça c'est un exemple de comment on est en train de changer ces récits et comment mais pas seulement les récits, mais aussi avec l'intérêt avec ces projets, c'est aussi de changer même la vision que les étudiants engagés dans les projets ici avaient. Je fais du théâtre. Mon rôle c'est d'arriver à harmoniser la communication avec les groupes des communautés, de faire en sorte que la prise de parole soit démocratisée. Et je crois que nous sommes en plein dans la communication pour le développement. J'ai eu à travailler dans une agence onusienne dédiée à l'humanitaire. Et là, on était à fond dans le développement carrément. Et la communication pour le développement était notre outil. Et c'était ma première expérience aussi du genre. Je venais de découvrir. Il fallait faire attention aux messages que l'on allait porter, parler aux bénéficiaires, les préparer, participer au focus group, aller dans les radios communautaires, partager les messages, avertir les populations avant l'intervention, également prendre toutes les précautions qu'il faut pour ne pas heurter la sensibilité à la fois des décideurs et des bénéficiaires. Par exemple, au nord du Sénégal,
on intervenait beaucoup, surtout à Matam et à Saint-Louis. Et donc, il fallait utiliser des termes euphémisants pour parler des bénéficiaires, ne pas les dévaloriser, utiliser des termes adaptés aussi dans les messages que l'on passait dans les radios, essayer de faire que le message passe et que les bénéficiaires aient l'information qu'il faut, et également avec une toute petite touche de sensibilisation. Et des fois, c'était le genre qui était mis en avant. Durant la période de la Covid, il fallait aussi faire passer de petits messages en leur disant n'oubliez pas de respecter les règles de distanciation sociale, etc., de vous laver les mains, etc. Parce que quand on donnait, durant la Covid, quand on a commencé à intervenir, il fallait que l'on change notre méthode d'intervention. On ne pouvait plus les regrouper comme auparavant. Il fallait qu'il y ait des espacements, etc., des cercles que l'on mettait sur le sol et tout. Et donc, tout ça, on a essayé de s'adapter à la fois au contexte, mais surtout à leur réalité. Et c'est pour cela que l'on diffusait également des émissions pour leur expliquer l'intervention en tant que telle, de quoi il s'agit. Qu'on est là parce qu'on est là avec le gouvernement, chose qu'il ne faut jamais négliger. Et également ménager la sensibilité du gouvernement, comme je l'ai dit, parce qu'on est dans un contexte sénégalais où le pays est émergent, et parler d'aide au développement, de pauvreté. Une petite anecdote que j'avais eue de mon ancien superviseur, qui me disait que le président Abdoulaye Wade, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, un jour, non, c'était durant son deuxième mandat, il a dit qu'il voyait trop de drapeaux de PAM et de FAO un peu partout dans le pays. C'est comme s'ils étaient au Sénégal, on était dans un pays en crise, quoi. Donc de plus en plus, la communication a certes changé, mais ça n'a rien changé dans l'intervention et surtout la dignité des bénéficiaires. J'ai voulu tout simplement montrer aux gens que nous avons développé une expérience de capitalisation autour des initiatives de résilience en matière climatique. Et à l'issue de cette expérience, nous avons trouvé qu'il était très intéressant de démultiplier certaines expériences. C'est une expérience qui a été réalisée dans, disons, plus de 16 pays, hein, voilà. Et aujourd'hui, cette expérience fait mouche, puisque les résultats issus de cette expérience, c'est-à-dire les connaissances qui ont été créées à l'issue de cette expérience, sont assez évocatrices, au point où l'Agence basque de coopération et développement qui avait soutenu l'initiative première se retrouve adjointe par les Allemands à l'issue d'une phase 2 que nous avons voulu bien développer et qui prend fin à la fin de cette année. Donc, c'est quand même une expérience qui montre que coopérer, ça a du sens, voilà, mais coopérer de manière responsable, c'est faire en sorte qu'on puisse effectivement travailler à cette gestion de connaissances qui, pour moi, n'est que le levier via lequel on peut mutualiser vraiment les ressources, se renforcer mutuellement et travailler à ce que les résultats ou les connaissances créées soient utiles à tout le public, à toutes les sociétés, y compris même les gens du Nord comme du Sud.